Président, veuillez vous asseoir. Le président. L'audience reprend. Ce matin, la Chambre entendra le témoignage du témoin en commune qui sera interrogé par l'équipe de la défense, à commencer par la défense de M. Nunchea. Avant de donner la parole au parti, le président. Rectification. Ce matin, en fait, le témoin sera interrogé par les co-avocats en chef des parties civiles, pardon, les co-avocats principaux des parties civiles. Après leur conclusion, l'équipe de la défense de Nunchea prendra le relais. Le greffier, veuillez nous faire rapport sur la présence des parties dans le prétoire. Madame Sakovouté, les parties sont toutes présentes à l'exception de l'accusé Yengsari qui est présent dans la cellule de détention temporaire au sous-sol, qui a demandé que sa présence dans le prétoire ne soit pas requise pour la journée entière. Les documents de renonciation ont été soumis au greffier. Le président, je vous remercie. La Chambre va à présent se prononcer sur la requête de l'accusé Yengsari. Il s'agit d'une requête introduite le 9 août par Conseil, demandant la possibilité de suivre à distance les débats d'audience dans la cellule de détention temporaire. Le médecin traitant de l'accusé, du centre de détention du CETC, a examiné l'accusé ce matin et a pu constater que M. Yengsari est fatigué, a des difficultés à se déplacer. Il souffre d'étourdissement, ne peut pas être assis pendant des périodes prolongées et celui-ci recommande dès lors que la Chambre lui permette de suivre les débats à distance à partir de la cellule de détention temporaire au sous-sol. M. Yengsari lui-même a requis que sa présence ne soit pas rendue obligatoire du fait de son état de santé, vu les recommandations du médecin traitant, indiquant qu'il serait préférable qu'il suive à distance, et vu qu'il a la possibilité de communiquer directement avec Conseil de la Défense, la Chambre se prononce favorablement par rapport à la requête soumise par Yengsari, l'autorise à suivre les débats par des moyens audiovisuels à partir de la cellule de détention temporaire au sous-sol, et ce pour la totalité des débats de la journée. Le service technique veillait à ce que la liaison soit effectuée entre la cellule de détention temporaire et le prétoire pour que M. Yengsari puisse suivre les débats toute la journée. Nous donnons à présent la parole au co-avocat des parties civiles pour qu'il puisse poser des questions aux témoins. Je vous en prie.
pour les partis civils. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Les questions qui seront posées à ce témoin le seront par Lord Chunti, avocat pour les partis civils, et pour interroger ce témoin. Le Président, je vous en prie, allez-y. បាទសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំបាទឡៅជំធី Je vous remercie, dit le Conseil pour le parti civil. Je m'appelle Lord Chunti, de l'aide juridique du Cambodge, représentant le parti civil dans ces débats. Bonjour, Monsieur le Président. បងប្អូនជនរួមជាតិតាមដាននៅទីនេះក៏តាមបាន Je souhaite la bienvenue et je salue l'auditoire présent dans la galerie publique ainsi que ceux qui suivent à domicile. Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir voyagé si longtemps pour venir nous faire part de votre témoignage éminemment utile pour nos débats. Ma première question porte sur les étudiants cambodgiens qui étudiaient en France à l'époque et qui rejoignirent le Parti communiste français pour ensuite former leur propre parti. Ma question est la suivante. Ils ont effectivement fondé le cercle marxiste-léniniste. Est-ce que ce fut le cas que tous les étudiants qui étudiaient en France ont rejoint ce cercle clandestinement? Réponse. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, tous, et bonjour à tous les patriotes cambodgiens. Avant de répondre à cette question très importante, j'aimerais jeter un regard rétrospectif, si vous le permettez, sur l'histoire des étudiants cambodgiens et étudiantes en France. Comme vous le savez tous, le Cambodge était une colonie française. Et le système d'études de cette colonie française était sous-développé. Les intellectuels khmers étudiaient essentiellement au Vietnam, à Hanoï plus précisément. Après la Seconde Guerre mondiale, certains étudiants plus avancés s'étaient embarqués car il n'y avait pas de liaison aérienne, donc il fallait prendre le bateau par paquebot transatlantique qui vous amenait à Marseille en France. C'est un voyage qui prenait au moins un mois et ce fut la première fois que des étudiants cambodgiens se rendirent outre-mer pour étudier. Leur intention était d'étudier d'arrache-pied pour ramener leur acquis dans le pays afin de le reconstruire. Ça, c'était leur objectif ultime. À l'époque, ces étudiants cambodgiens voulaient tous que le pays gagne son indépendance par rapport à la France.
et ils ne s'étaient pas scindés en tendance gauchiste ou de droite. Ils étaient un groupe uni, ils étaient les enfants de l'élite, les enfants du prince, qui avaient les moyens également de couvrir les frais de leurs études, car 80-90% des étudiants du Cambodge émanaient des classes paysannes et leurs parents n'avaient certainement pas les moyens de leur payer des études à l'étranger. Tous recherchaient le même objectif qui était d'acquérir l'indépendance par rapport à la France. Et donc à cette époque, tout le monde avait le même et unique but qui était d'obtenir l'indépendance et de ne plus être une colonie française. À ce moment-là, ou à cette époque plutôt, le cercle s'est appelé le cercle marxiste-léniniste, qui ensuite a connu le développement de diverses tendances, et il a fallu qu'il décide d'une orientation, soit de réformer la structure sociale, soit de simplement revendiquer l'indépendance et remplacer l'administration française qui régissait le Cambodge. Comme vous le savez, à l'époque, le monde était dans une situation conflictuelle entre le monde libre et le monde socialiste, et la situation en France à l'époque était que les communistes avaient une influence politique importante dans le gouvernement ou auprès du gouvernement français. Ils représentaient sans doute 30 à 40% du poids politique, et dans les cercles étudiants, parmi les intellectuels également, et notamment Jean-Paul Sartre, Albert Camus et d'autres, tous penchaient à gauche. Et ceux qui avaient un point de vue de droite avaient peu d'influence. Et donc, certains de ces étudiants, fils et filles de familles aisées au Cambodge, venant d'une société de régime colonial, avec une façon de penser qui était scindée en deux, d'une part la façon de penser traditionnelle et d'autre part celle de la présence coloniale. Et donc tous les étudiants ressentaient une contradiction interne et ont essayé de trouver une formule qui puisse leur permettre d'entamer le sauvetage du pays. Et en termes politiques, cela s'est exprimé par un mouvement de gauche et certains avaient une position dite modérée qui adopterait une position de compromis par rapport aux autres partis et mouvements. Et puis il y avait un mouvement de gauche influencé par les Français, et en particulier le Parti communiste français, en Indochine à l'époque. La guerre contre le colonialisme français se développait par le biais de la résistance de Ho Chi Minh au Vietnam, Mao Tse-tung en Chine, et la révolution chinoise, une fois qu'elle a été victorieuse, a eu une influence
importante parmi les différents pays d'Asie, influence qui fut également ressentie en France. Et pour cette raison, certains étudiants se sont tournés vers cette victoire et se sont exprimés sur le plan politique avec l'appui des étudiants du Parti communiste français en faveur de cette révolution. Ils ont donc formé un cercle marxiste-léniniste. Cependant, à ce moment-là, c'était un cercle très restreint où seuls les étudiants les plus anciens avaient adhéré. C'est dans ce contexte historique, dès lors, qui ne peut pas être décrit en quelques mots, le Conseil. Ma question, dès lors, est la suivante. À l'époque, bon nombre d'étudiants cambodgiens qui se sont rendus en France pour y suivre des études. Alors, quels étaient les rapports entre les étudiants cambodgiens et le PCF, le Parti communiste français? Quel a été le facteur ou les éléments qui ont fait qu'ils se sont tournés vers le Parti communiste français, qu'ils l'ont même rejoint, et ce, en vue de sauver leur propre pays? Réponse. Cette question est très importante et relève de notre histoire nationale. Relève également de l'évolution actuelle du Cambodge. Je vous remercie d'avoir posé cette question. C'est une clé permettant de comprendre le contexte cambodgien. Cependant, je ne sais pas dans quelle mesure je serai en mesure de vous parler de cette question. Laissez-moi récapituler. L'objectif central pour tous les étudiants qui étaient là depuis plus longtemps que moi, c'est-à-dire avant qu'ils ne deviennent des Ekmidalou ou leur objectif était de garantir la prospérité du Kampuchea, de retrouver la gloire de Angkor Wat parce que cette célébrité et cette prospérité semblait diminuer à l'époque. Ils voulaient revenir aux valeurs éternelles du Kampuchea et vous ne voulez pas que d'autres pays absorbent notre territoire. Et ce sont là les éléments principaux, les centraux que ressentaient tous les étudiants cambodgiens, tous, depuis la naissance pratiquement, réfléchissaient à la manière de garantir l'existence du pays, d'empêcher sa disparition. Et notre objectif pour résoudre le problème, évidemment, nous étions confrontés à des défis importants. Pour pouvoir garantir la pérennité de notre pays, d'aucuns suggéraient qu'une réforme soit engagée, basée sur une approche modérée. Notre tendance était plutôt l'approche de gauche. L'approche de gauche visait un mouvement anticolonial en France contre les régimes oppresseurs et c'était des mouvements très militants dans le monde entier à l'époque. Le président, monsieur le Conseil, pouvez-vous essayer de limiter vos questions aux faits mentionnés dans l'ordonnance de clôture? Nous ne sommes pas ici pour que le témoin
nous fasse un discours sur l'histoire. Devriez vous concentrer sur les chefs d'accusation et les éléments factuels qui pourraient être portés à charge de l'accusé. Je vous en prie, ne faites pas usage du temps qui vous est alloué pour poursuivre des voies autres que l'établissement de la vérité. Préparez vos questions avec attention afin que les réponses que l'on obtiendra contribuent à l'établissement de cette vérité. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais donc passer à une autre question qui se situe dans le même contexte. La politique du Parti communiste, notamment. Qu'est-ce qui a encouragé les étudiants cambodgiens à rejoindre le Parti communiste français? Quelles étaient les politiques prônées par le PCF? Est-ce que ça avait à voir donc avec l'individu, avec la propriété privée par rapport à la doctrine marxiste-léniniste à l'époque? Quelles étaient les positions du PCF? Réponse. Je ne saisis pas tout à fait clairement la question. Lorsque vous faites référence à la doctrine marxiste-léniniste du parti, à l'époque, les étudiants n'ont pas créé un tel parti. Ils ont suivi la doctrine marxiste-léniniste. Mais donc je vais répondre par rapport à la motivation fondamentale des étudiants cambodgiens qui les a portés à opter pour la gauche. Puis-je répondre sur ce point? Un conseil, oui, vous pouvez. Le témoin. Si vous avez des jeunes en provenance d'un pays du tiers-monde qui, à leur arrivée, ont rencontré des étudiants progressistes qui semblaient nous soutenir. Et donc, les rapports qui se sont établis entre les étudiants progressistes et les étudiants venant du tiers-monde se sont développés de manière favorable. Ça, c'est une des raisons essentielles. La deuxième raison importante, et là, je ne m'exprime pas seulement au nom des étudiants cambodgiens, mais des autres étudiants venant des pays du tiers-monde, c'est, comme je l'ai dit, la révolution se développait ailleurs, au Vietnam, en Chine. Avocat, je vous remercie. Je vais passer à un autre point concernant les préparatifs de retour de votre groupe vers le Cambodge. Et quels ont été les préparatifs que vous avez faits et qu'ils ont fait eux-mêmes pour rentrer. Donc avant ces préparatifs de retour, avez-vous reçu des informations quelconques du Cambodge qui vous auraient porté à penser qu'il était approprié de rentrer au Cambodge? Réponse. J'aimerais répondre à cette question. C'est une question d'ailleurs que je me pose systématiquement, pour autant que je sache.
si l'on avait une croyance en quelque chose, ce qui était le cas à l'époque, ou si on avait fait partie d'une secte, si une information se répandait par la voie des journaux ou d'autres médias, on ne croyait pas à cette information parce que notre engagement était très ferme, avec une croyance et une confiance très forte dans Wuyong, Khieu Samphan et d'autres. Et cet engagement, cette conviction que l'on avait, nous permettait de ne pas accorder de valeur aux autres informations qui se répandaient. Et l'information que nous recevions émanant de Ieng Sary, ne venait que de lui, et donc on croyait ce qu'il nous disait, malgré les informations contradictoires qui se répandaient dans la presse internationale, y compris le New York Times. Donc en bref, c'est là la raison. Je vous remercie, dit l'avocat. Dans le cadre de vos préparatifs pour rentrer au pays, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que ces étudiants, anciens fonctionnaires, pourquoi devaient-ils transiter par Pékin au lieu de rentrer directement au Cambodge? Réponse. La situation à l'époque était qu'il n'y avait pas de vol direct pour rallier le Cambodge. Tous les vols en provenance des 4 coins du monde transitaient par la Chine à l'époque. Donc, nous devions tous faire escale à Pékin pour ensuite prendre un autre vol vers le Cambodge. À l'époque, le Cambodge était fort isolé et il n'y avait en fait qu'un vol direct pour le Cambodge et il partait de Chine. Dans Pékin, tới nơi Pékin thì... Question. Quand vous êtes arrivé à Pékin, est-ce que vous vous êtes fait confisquer vos effets personnels? Réponse. Non. À l'époque, ceux qui étaient à Pékin passaient par une phase de révolution culturelle, mais ils ne nous ont rien fait. Question. Pour le trajet entre Pékin et le Cambodge, est-ce que vous avez dû prendre en charge vous-même les frais de voyage? Réponse. Nous avons pris en charge les frais de déplacement, d'avion, nous-mêmes, et en outre, l'argent qui nous restait, nous l'avons remis à l'encart. Question. Quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, où avez-vous été envoyé et quelles étaient les tâches confiées aux gens qui rentraient de l'étranger? Réponse. Juste après la descente de l'avion, ils nous ont emmenés et placés à K15. Ils se sont mis à fouiller nos bagages, ils ont confisqué
nos livres, radio, appareils photo et autres objets nous appartenant. Ensuite, ils nous ont demandé de nous installer dans ce bureau. Ça, c'est pour ceux qui sont rentrés avec moi, mais il y en a d'autres, par exemple des diplomates, certains de mes amis, y compris au quêtes, qui ont été envoyés ailleurs. Et finalement, j'ai retrouvé son nom dans une liste de prisonniers de S-21. Question. Quand vous êtes arrivé dans le bureau où vous avez été installé, est-ce qu'il y avait là des gens qui vous ont rééduqué ou qui ont animé des sessions de formation idéologique, par exemple? Et à quoi servait la formation? S'agissait-il de faire de vous un membre pur de la classe des paysans ou des ouvriers, par exemple? Réponse. C'est une question importante. J'essaierai d'y répondre brièvement. Tout d'abord, à notre arrivée, nous avons essayé de nous reconstruire pour pouvoir nous fondre parmi les paysans et les ouvriers. Une fois que nous nous serions reconstruits, nous espérions que l'ANCAR nous désignerait pour travailler ailleurs en fonction de nos compétences. C'était ainsi que nous voyions les choses. Et c'était le cas des amis qui étaient installés sur place à l'époque. Une fois arrivés, nous avons étudié, nous nous sommes critiqués, mais nous avons compris que nous ne jouissions d'aucun droit. Nous critiquions nos amis, mais nous n'étions pas autorisés à critiquer les représentants de l'ANCAR. Je prends un exemple. Si nous n'étions pas satisfaits de ce que faisait l'ANCAR, nous n'étions pas autorisés à faire des critiques à l'encontre du représentant de l'ANCAR. L'ANCAR, par définition, c'était quelque chose de juste et d'équitable. Quoi que fit l'ANCAR, c'était juste. Même si nous savions que l'ANCAR se trompait, nous ne pouvions pas la critiquer. Question. Le 17 avril 1975, saviez-vous qu'il y avait une évacuation de la population? Et si oui, d'où avez-vous obtenu cette information? Réponse. À l'époque, j'étais en route sur le pont Mirabeau et j'ai entendu qu'il y avait une évacuation de la population de Phnom Penh. À l'époque, l'ami qui conduisait la voiture m'a dit que les impérialistes avaient monté de toutes pièces cette information et que c'était faux. Voilà la première impression que j'ai eue concernant l'évacuation. Mais par la suite, lorsqu'on nous en a parlé davantage, j'en suis venu à porter crédit à cette information. Question.
Après la libération, en 1975, il y a bien entendu eu des informations relatives à une évacuation. Est-ce qu'il y avait des articles sur l'évacuation dans les médias? Y avait-il des informations sur les conséquences de l'évacuation? Est-ce que vous avez été choqué par les informations sur l'évacuation et sur les difficultés qu'endurait la population à l'époque? Réponse. Nous avons appris ces informations, mais nous n'avons pas vu ces événements de nos propres yeux. Nous étions loin de notre patrie, nous n'avons pas eu l'expérience directe de ces événements comme les gens du Cambodge, parce qu'à l'époque, en Europe, la situation était différente. Cela dit, il y avait de nombreux articles de presse là-bas portant sur l'évacuation. Et comme je l'ai dit, nous avions une foi complète en nos frères et nous avons conservé cette foi. Question. Hier, vous avez parlé de la lutte des classes. Vous avez dit que cette lutte s'était intensifiée. Vous avez aussi cité les ennemis, à savoir les ennemis à l'intérieur de nous-mêmes. Vous avez dit également avoir été envoyé à Bang Trabek. Quand vous étiez là-bas, avez-vous vu des prisonniers se faire punir parce qu'ils avaient conservé la mentalité de l'ancien régime? Réponse. Je n'ai jamais assisté à des châtiments corporels. Les sanctions dont j'ai été témoin étaient des sanctions d'ordre psychologique. Nous étions déshumanisés. Ils nous disaient que nous étions inutiles, que nous ne pourrions jamais nous remodeler, que nous étions des laquais des impérialistes, etc. Il s'agissait là de sanctions psychologiques très sérieuses. Question. Hier, vous avez dit que Bang Trabek se trouvait sous le contrôle de M. Ieng Sary. À quel moment avez-vous appris cette information? Réponse. Je voudrais apporter une précision à ce sujet, pour être sûr que chacun soit bien au clair. Je suis resté un certain temps à Bang Trabek, tout d'abord avant mon transfert vers les terres rouges. C'était en 1976, et à l'époque, j'ignorais qui était le supérieur du camp de Bang Trabek, mais la deuxième fois que j'ai séjourné à Bang Trabek, quand j'y suis revenu, c'était juste 2 mois avant la chute de Phnom Penh, et à ce moment-là, j'ai compris que Bang Trabek relevait de Ieng Sary, parce que c'est lui qui nous y a accueillis, et j'en ai parlé hier déjà. Question.
Vous avez dit également que Ieng Sari avait une influence significative. Si Somdek Sihanouk voulait faire quoi que ce soit, mais que Ieng Sari s'y opposait, eh bien, cela n'aurait pas lieu. Je vous renvoie au document E3/97 à la page 6 du document en Khmer. De quelle façon avez-vous obtenu cette information et est-ce que vous confirmez vos propos? Réponse. Il me semble que ce document est exact. En effet, Ieng Sari a toujours fait savoir aux autres qu'il était représentant du peuple et que les autres personnalités n'étaient que des imbéciles qui suivaient les autres aveuglément. Le président. Maître, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs du tribunal. Bonjour également à l'ensemble des parties. Je suis désolée d'interrompre Monsieur le témoin et Monsieur l'avocat des parties civiles, mais simplement, il y a eu des références à un document et nous n'avons pas eu les ERN en français et en anglais. Je voudrais savoir si mon confrère pourra avoir la gentillesse de nous les donner. La partie civile. Je vous présente mes excuses. Nous sommes en train d'essayer de retrouver les ERN dans les autres langues. Entre-temps, je passe à la suite. J'y reviendrai plus tard. Je voudrais évoquer le document D141/1.2. Je donne les URL en Khmer. 0065 90 78 Concernant les autres langues, je vais donner les URL plus tard. Il s'agit ici d'une déclaration d'anciens réfugiés, fonctionnaires, étudiants, ayant résidé en Europe. En anglais 0028 សំណួរបន្តដូចថាសេចក្តីប្រកាសហ្នឹង ដូចនិយាយរឿងលេខ
Le président. Vous n'avez pas achevé la lecture des ERN. Si vous ne donnez pas l'ERN complet, comment pourrions-nous retrouver le document? Alors, quels sont les ERN en anglais et en français? Mais avant de vous redonner la parole, laissez-moi vous dire que vous devez donner les ERN. Si vous ne les retrouvez pas, il vous incombe de le dire. À chaque fois qu'un document est cité, les documents ERN dans les 3 langues doivent en être indiqués. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je viens d'évoquer le document E3/97. Je donne les ERN en anglais 0028 71 00. En français 00 24 18 84. C'est le document E3/97. Concernant le document D141/1.2, avec votre autorisation, je donnerai les ERN en anglais et en français un peu plus tard quand nous les aurons retrouvés. La défense de Nunchia. Le président interrompt. Je vous en prie, maître. La défense de Nunchia. Si je puis aider mon confrère de l'autre côté de la barre, j'ai, moi, les ERN et je peux rapidement les donner. Le président, huissier d'audience, je vous prie d'aller chercher le document et de le remettre à la partie civile afin d'accélérer la procédure. La procédure est en cours depuis longtemps et chacun doit donc se préparer comme il convient. La partie civile. Merci, maître. Le document D141/1.2 a les ERN suivants en anglais. « 00 6657 419 en français 0028 78 79 jusqu'à 0028 81 54. Le président. C'est un peu étrange. Pour les ERN en khmer et en anglais, il n'y a qu'une page. Concernant le français, il y a un grand nombre de pages.
la partie civile. Mes excuses, Monsieur le Président. Je viens de recevoir de la part de la Défense ce document. La Défense, si je puis, le document français est au dossier dans son entièreté. Même chose pour le document en khmer. Concernant l'anglais, il y a 2 traductions différentes, de longueurs différentes. Peut-être que mon confrère pourrait donner les ERN du khmer et du français. Ces documents sont au dossier dans leur intégralité. Le président. Les ERN viennent d'être donnés en khmer 00 65 90 78 et en français il y avait plusieurs pages, plusieurs ERN. Donc en khmer et en anglais, une seule page. En français, grand nombre de pages. Si j'ai bien compris, l'original est en anglais et contient une seule page. Dans ce cas-là, en khmer, c'est maximum 2 pages, car en khmer, on prend un peu plus de place qu'en anglais. Maître, et ici je m'adresse à la Défense, je vous prie de laisser la partie civile régler cette question elle-même. Maître, je vous prie de vous rasseoir. Vous n'êtes pas autorisé à vous exprimer à ce sujet. La partie civile doit se débrouiller pour citer les ERN. Et il convient d'exploiter au mieux le temps qui lui est imparti. La partie civile. Mes excuses, Monsieur le Président. Nous ne retrouvons pas les pages ERN pertinentes en français. Nous n'avons que les ERN anglais. Le Président. Dans ce cas-là, passez à autre chose. Vous devez vous préparer. Si vous avez l'intention de présenter un document, il vous appartient de vous assurer d'avoir les ERN dans les 3 langues de travail. C'est ainsi que nous procédons depuis bien longtemps, et ce genre d'incident ne devrait pas se produire.ចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរទៅលោកសាកសីថានៅពេលដែលមុនដែលយើង La partie civile. Quand vous avez quitté Paris, est-ce qu'une déclaration quelconque a été publiée? Réponse. Avant de quitter la France, il y avait une lutte psychologique en vue de lutter contre les impérialistes. Ceux qui étaient responsables du rapatriement ont préparé une déclaration, mais je ne sais pas exactement qui c'était. Je sais juste que c'était quelqu'un de proche de Ieng Sary.
Question. Quels étaient les principaux éléments de cette déclaration? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Les principaux éléments dont je me souviens comportent les suivants. Premièrement, si l'organisation révolutionnaire déshumanisait ses propres compatriotes, comme cela a été rapporté par la presse étrangère, à ce moment-là, nous n'aurions pas participé et nous pensions qu'à ce moment-là, ils n'auraient pas réussi. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, l'on soulignait le fait que dans le pays, la lutte gagnait du terrain. Voilà les deux principaux points dont je me souviens. Question. Durant votre séjour à Bang-Trabek, est-ce que vous aviez une certaine liberté? Est-ce que vous pouviez communiquer avec autrui? Y avait-il des limites qui vous étaient imposées dans ce domaine? En conclusion, le terme de liberté tel que défini dans une société normale n'existait pas. Question. Pendant votre séjour dans ce camp, qu'est-il advenu des enfants? Réponse. Les enfants étaient rassemblés dans un même endroit pendant que les parents travaillaient. À ce moment-là, le terme de père et mère ne pouvait pas être utilisé car les enfants étaient considérés comme étant les enfants de l'encart. Lors de mon séjour à K15, je me souviens que les enfants étaient mieux alimentés que les adultes. Et je me souviens que quand certains enfants sont venus nous voir et ont vu ce que nous mangions, ils ont dit « mais ça c'est pour les cochons, nous on mange mieux que cela ». Question. Qu'en était-il de l'éducation des enfants? Est-ce qu'il y avait un système d'instruction ou d'enseignement? Réponse. Je savais, j'ai pu constater également que pendant toute la période du Kampuchéa démocratique, il n'y avait pas de mécanisme formel d'enseignement. Et au ministère de l'Éducation, certains enfants apprenaient l'alphabet ainsi que des slogans d'amour pour Ankar, sans réfléchir, des chansons, également des chansons clamant leur amour d'Ankar, mais il n'y avait pas d'enseignement formel des disciplines classiques, maths et autres. Donc, encore une fois, il n'y avait pas de système d'enseignement institutionnalisé, formel,
En outre, les enfants étaient engagés à des travaux légers, moyens. Question. Au cours de votre séjour, avez-vous été le témoin de mariages qui auraient eu lieu? Réponse en général. Pas seulement à K15 d'ailleurs, ceci valait pour le pays entier. Ceux qui venaient de l'étranger n'avaient pas le droit d'épouser les femmes locales. Si un cadre féminin, par exemple, venait en qualité de gestionnaire et si un des hommes qui était dans le camp tombait amoureux, il n'était pas autorisé à l'épouser pendant mon séjour. En ce qui concerne ceux qui venaient de l'étranger, certains et certaines se sont épousés entre eux, se connaissant sans doute depuis leur séjour à l'étranger, et c'est en arrivant au Cambodge, étant ensemble, qu'ils ont fini par s'épouser. Au cours de la période de 4 ans, je résume, ceux qui venaient de l'étranger n'avaient pas le droit d'épouser une personne du cru. Question. Pouvez-vous décrire les cérémonies de mariage? Est-ce que cela se faisait de la manière traditionnelle? Comment est-ce que l'on organisait un mariage? Réponse. Donc, pendant le mariage d'un de mes amis, que j'ai pu observer, c'était simplement un petit rassemblement, une réunion avec un repas. Quand j'ai quitté K15, avant d'aller à l'usine, donc dépendant du ministère de l'Agriculture, on nous a demandé de nettoyer les locaux, et c'est là qu'on nous a dit de rester pendant un certain temps avant d'être transférés vers l'usine. Et ça se trouvait près de l'ancienne faculté de droit. À ce moment-là, j'ai été le témoin de mariage, de cérémonie de mariage, et on nous a demandé de nettoyer les locaux d'hébergement dans le voisinage en préparation de cette cérémonie de mariage. Et il y avait à peu près 20 personnes. Le couple était donc réuni pendant une nuit. Ils étaient ensuite séparés pour regagner le lieu auquel ils avaient été assignés. Question. Pendant le régime du Kampuchea démocratique, en particulier pendant votre séjour au camp de Bang Trabaek, étiez-vous au courant des purges, des épurations d'ennemis? Réponse.
À cette époque, on peut dire que j'étais inconscient. Je ne pouvais pas m'imaginer que des gens seraient emmenés pour être exécutés ou que ça pourrait m'arriver à moi également. Je n'ai jamais pensé cela. Ce n'est que vers la fin que j'ai commencé à y réfléchir. Et Bangtrabek n'était pas loin de S21. Mais je n'ai jamais soupçonné l'existence d'un centre comme celui de S21. Question donc. Vous n'aviez jamais envisagé une telle réalité, néanmoins vous étiez rassemblés quelque part, certains étaient emmenés. Avez-vous jamais revu ces personnes qui furent emmenées? Est-ce qu'elles sont jamais revenues? Réponse. C'était un phénomène. Il y avait deux sortes de gens qui partaient pour revenir plus tard. En tout cas, pendant mon séjour à K15. Certaines personnes furent envoyées à Daley. Alors, je ne sais pas où ça se trouvait. C'était une zone agricole. Donc, plus tard, lorsque je suis allé à l'usine, j'ai revu ces personnes. Donc ça, c'est un cas où des personnes sont parties et puis sont revenues plus tard. Mais en général, ceux qui partaient ne revenaient jamais. En particulier, lorsque nous étions à Nekorom, plusieurs personnes, 4 à 10 personnes étaient emmenées à la fois. Avant de partir, on leur faisait une sorte de réception, on leur donnait des aliments, on préparait du poulet. Et ces gens-là, une fois partis, on ne les a jamais revus. Nous pensions qu'ils étaient transférés vers Phnom Penh ou pour aller travailler ailleurs. À l'époque, il n'y avait aucun moyen d'obtenir des informations, pas de journaux, pas d'échange de correspondance, par exemple, et nous n'avions aucune suspicion par rapport à leur départ. Merci. Question. Hier, vous avez déclaré que on vous a demandé de faire figurer votre nom sur une liste de transfert vers Wakerhall et ce que vous avez fait. Alors, qu'est-il advenu de ceux qui n'ont pas inscrit leur nom sur la liste? Est-ce qu'ils ont pu rester et continuer à séjourner à Bangtrabek ou bien est-ce qu'ils ont été emmenés ailleurs? Si vous vous souvenez bien, vous êtes ensuite revenu plus tard à Bangtrabek. Réponse. En ce qui concerne ceux qui se sont inscrits, on a simplement dressé la liste et c'était l'encart qui avait tout pouvoir pour décider qui irait ou n'irait pas. Quant à ceux qui ne furent pas autorisés à y aller, qui furent emmenés ailleurs ou qui sont restés à Bangtrabek, moi je n'étais pas au courant. Et plus tard, Madame Saran est passée par Dagorum. Je n'ai pas vu son mari, il n'est pas parti avec elle. Elle a probablement pensé qu'elle retrouverait son mari avant d'être transformée.
transféré, avec les amis et collègues. Je vous remercie. នៅទីនោះតែងតែមានការលើកប្រជុំស្វ័យតិទាន Pendant que vous étiez là-bas, y avait-il des réunions de critique et d'autocritique? Et dans ce cas, y avait-il des instances d'infraction à la moralité ou que discutait-on dans ces réunions? Réponse. Pouvez-vous préciser votre question à nouveau? Est-ce que vous parlez, par exemple, de relations illicites entre hommes et femmes? Conseil, lorsqu'il s'agit d'infractions à la moralité dans le contexte du régime, oui, effectivement, je fais référence à des relations sexuelles entre hommes et femmes. Réponse. Pendant mon séjour, et pas seulement à Bangtrabek, mais dans d'autres endroits, des questions de moralité ne sont jamais apparues, n'ont jamais été traitées. Question. Est-ce que ceux qui administraient ces lieux abusaient des personnes qui étaient internées? Par exemple, y a-t-il eu des viols? Réponse. Je ne peux pas tirer de conclusion sur ce point, mais à Takmao, une rumeur a circulé selon laquelle une femme avait été la victime de violences sexuelles, mais ce n'était qu'une rumeur. Réponse. Question, je vous remercie. Parmi les personnes revenant de l'étranger, avez-vous rencontré quiconque qui appartenait au Cham? Réponse. À Bekrom, j'ai encore bon souvenir de bons rapports que j'entretenais avec un ami Cham. Il était dans mon groupe. Un jour, il a eu des difficultés urinaires et je lui ai donné des racines à consommer, qui était une recette de médecine de ma mère. Ça l'a aidé. C'était un bon ami. Il fut emmené, je ne sais pas pourquoi il a été emmené. À Dekrohom et à dans d'autres centres. Il n'y a jamais eu de discrimination basée sur l'ethnicité ou autre, musulmans ou Cham. On savait qu'ils ne mangeaient pas de porc comme le reste d'entre nous, mais en général, les rapports entre nous étaient des rapports d'égalité, quelle que fût notre origine ethnique. Question. Vous avez déjà dit qu'il y avait en fait une cantine collective. Ma question est la suivante. Est-ce que les administrateurs ou les surveillants
leur intimait de manger du porc sous peine de les voir avoir des problèmes ou des difficultés? Réponse, c'est difficile à dire. En Belgique ou en France, on respectait une religion, car si quelqu'un ne pouvait pas manger du porc ou autre chose, eh bien la nourriture était préparée en fonction de cela. Pendant le camp, pendant le régime, n'importe quel morceau de viande, quel que soit l'animal, serait un luxe. Je n'ai pas souvenir qu'il ait été forcé à manger du porc ou une autre viande, mais je savais que l'encart ne disait pas « Ah, mais vous êtes musulman ou tcham, alors on ne va pas préparer de repas avec du porc. » Non, ça n'existait pas. Question, merci. Passons à un autre sujet. Concernant les us et coutumes et la religion. À votre arrivée à Phnom Penh, qu'avez-vous pu observer notamment? Est-ce que vous avez vu des bonzes dans les pagodes? Réponse. Permettez-moi de dire en premier lieu que je n'ai vu aucun bonze. Deuxièmement, que je suis allé à la pagode Lanka et je me souviens de cette pagode parce que quand j'étais jeune, un de mes frères a été ordonné à cette pagode. Et donc, mon observation a été que les temples, les pagodes étaient utilisés en fait comme porcherie. Mais je n'ai aucune certitude. Je vous remercie. Ma dernière question porte sur la tradition, les coutumes. Pendant ce régime, étiez-vous autorisé à respecter et à pratiquer votre religion? Est-ce que, par exemple, on autorisait les cérémonies pour le Nouvel An Khmer? Réponse. Si j'ai bon souvenir, nous n'avons jamais commémoré le Nouvel An Khmer. Par contre, il y a eu un anniversaire du 17 avril, de la victoire du 17 avril 75. À l'époque, j'étais à Necrohome. Et en fait, là, on a abattu un cochon. Mais à part cela, je n'ai souvenir d'aucune autre commémoration. Il n'y avait pas de représentation théâtrale. Il n'y avait aucun type de distraction ou de représentation, quelle qu'elle soit. Question, je vous remercie. Donc, en ce qui concerne les coutumes et la tradition, vous nous avez dit que vous aviez un ami Cham. Est-ce qu'il était autorisé à pratiquer sa religion? Réponse, je ne l'ai pas constaté. Je vous remercie, monsieur le témoin, merci beaucoup. Et, Monsieur le Président, ceci m'amène à la fin des questions que j'avais à poser aux témoins. Le Président, le moment est venu de faire une brève pause de 20 minutes. Nous serons donc de retour ici à 11h moins 20. Monsieur l'huissier, veuillez faire en sorte que le témoin bénéficie de votre assistance pendant la pause.
et assurez-vous qu'il soit de retour dans le prétoire à 11h ou pour 11h moins 20.